J'ai versé le poison dans le café de ma demi-sœur ce matin-là. Un filet invisible de vengeance pure qui a glissé dans la tasse fumante comme une larme oubliée. Elle l'a bu sans se douter. Ses lèvres s'étirant en un sourire faux qui masquait des années de haine. Et j'ai vu ses yeux s'écarquiller quand la brûlure a commencé. Lente. Inexorable. Comme si son propre mensonge remontait enfin à la surface. À 12 ans. Elle m'avait fait accuser de vol un bijou familial disparu. Planté dans ma chambre par ses mains tremblantes de jalousie et ma famille m'avait jeté dehors. Nu et brisé. Sous la pluie battante de l'île. Comme on jette un os à un chien errant. Maintenant. À 32 ans. Millionnaire forgé dans le feu de l'abandon. Je leur tends une invitation à dîner au pas pour pardonner. Mais pour les regarder s'étouffer avec leurs regrets. Un plat servi froid sur de la porcelaine de Limoges. Les souvenirs ont une odeur. Vous savez? Celle du pain grillé dans la cuisine enfumée de notre maison bourgeoise à Lille. Où l'air était toujours chargé d'un mélange âcre de tabac froid et de parfums bon marché. C'était l'hiver 2005. J'avais 12 ans. Et la neige collait aux carreaux comme des fantômes blancs. Effaçant le monde extérieur. Notre père. Henri. Un notaire aux épaules voûtées par des années de paperasse et de regrets. Rentrait tard. Les yeux rougis par la fatigue et l'alcool qu'il cachait dans son bureau. Ma mère était morte 2 ans plus tôt. Emportée par un cancer qui avait rongé ses poumons comme un feu vorace. Laissant derrière elle un vide que personne n'osait combler. Et puis il y avait Claire. Ma demi-sœur. Née d'une liaison fugace de mon père avec une secrétaire ambitieuse qui avait fui dès qu'elle avait vu les chaînes du mariage se refermer. Claire avait 10 ans de plus que moi. Une silhouette élancée qui flottait dans la maison comme un spectre élégant. Toujours vêtue de ses robes sombres qui sentaient le musc et la supériorité. Elle était belle. D'une beauté acérée. Avec des cheveux châtains coupés en un bob impeccable et des yeux verts qui vous transperçaient comme des lames. Mais sous cette façade, il y avait une voracité. Une faim insatiable pour l'attention de notre père. Pour l'héritage invisible qui planait sur nous comme une ombre. Moi. Élise. J'étais la petite chose rondelette aux tresses maladroites. Celle qui ramassait les miettes d'affection qu'elle laissait tomber. Ma petite sœur chérie. Me disait-elle parfois. En passant une main possessive dans mes cheveux. Mais ses doigts serraient toujours un peu trop fort. Comme pour marquer son territoire. Ce soir-là. La maison bourdonnait d'une tension inhabituelle. Notre père avait organisé un dîner pour fêter la promotion de Claire à l'université où elle étudiait le droit. Bien sûr. Pour marcher dans les pas d'Henri. Pour le surpasser peut-être. La table était dressée avec le service en porcelaine que ma mère avait apporté en dot. Les couverts en argent ternis par les ans. J'avais aidé la gouvernante. Madame Duval. À disposer les chandelles. Mes petites mains tremblant d'excitation. Sois sage. Élise. M'avait-elle murmuré. Ses yeux fatigués glissant vers Claire qui tournait en rond dans le salon. Un verre de vin à la main. Ta sœur n'aime pas partager la lumière. Le bijou en question était un pendentif ancien. Un camée en ivoire sculpté représentant une femme aux traits sévères. Un héritage de la grand-mère paternelle que personne n'avait connue. Il reposait habituellement dans le coffret en velours sur la commode de mon père. Un totem familial qu'il touchait du bout des doigts quand il se sentait vulnérable. Claire l'avait toujours convoité, je l'avais vu. Un soir, le voler en cachette pour le porter contre sa peau pâle. Admirant son reflet dans le miroir comme si c'était une couronne. Un jour, ce sera à moi. Avait-elle chuchoté. Plus pour elle-même que pour quiconque. Mais ce soir-là, tout a basculé. Après le dessert, une tarte aux pommes encore chaude, dont le sucre collait à mes lèvres.
Notre père a sorti le coffret pour montrer le camé à un collègue invité. Un homme bedonnant nommé Bertrand qui riait trop fort. Le coffret était vide. Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce. Brisé seulement par le tic-tac de l'horloge comtoise. Où est-il, a tonné Henri. Son visage virant au cramoisi. Les yeux se sont tournés vers moi. Comme par un accord tacite. J'étais la plus jeune. La plus innocente. Celle qui fouillait parfois dans les tiroirs par curiosité enfantine. Ce n'est pas moi, ai-je balbutié. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Mais Claire. Oh. Claire s'est levée avec une grâce théâtrale. Les larmes aux yeux, des larmes qu'elle pouvait invoquer à volonté. Comme un magicien tire un lapin de son chapeau. Papa. J'ai vu Élise près de ta chambre tout à l'heure. Elle jouait avec tes affaires. Et maintenant. Sa voix s'est brisée. Un sanglot étouffé qui a fait tressaillir Madame Duval dans l'ombre de la porte. Henri m'a giflé. Une gifle sèche qui a fait éclater ma lèvre. Le goût du sang se mêlant à la douceur de la tarte. Espèce de petite voleuse. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Ces mots étaient des lames. Taillant dans la chair tendre de ma confiance. Bertrand a marmonné quelque chose sur la jeunesse ingrate. Et Claire m'a lancé un regard triomphant. Fugace. Comme un éclair dans la nuit. Qui m'a révélé tout, c'était elle. Elle avait glissé le camé dans ma chambre. Sous mon oreiller. Où il reposait maintenant comme une preuve accablante. Ils m'ont fouillé. Bien sûr. Et là. Dans le tissu usé de ma jupe d'écolière, le camé est apparu. Comme sorti d'un cauchemar. J'ai hurlé mon innocence. Mais les cris d'une enfant de 12 ans ne pèsent pas lourd face à la justice familiale. Henri m'a traîné par le bras jusqu'à la porte. Sous la pluie qui fouettait les pavés de la rue. Dégage. Tu n'es plus ma fille. Claire se tenait en retrait. Les bras croisés. Un sourire minuscule aux lèvres. Savourant sa victoire comme un vin millésimé. La porte s'est refermée avec un claquement définitif. Et le froid m'a enveloppé comme un linceul. J'ai erré cette nuit-là. Les pieds nus dans la boue. Jusqu'à l'aube grise. Frappant aux portes des voisins qui me connaissaient vaguement. Personne n'a ouvert. À 7 heures. Une patrouille de police m'a ramassée. Trempée et grelottante. Et m'a conduite au commissariat. Là. On m'a interrogé comme une criminelle en herbe, pourquoi as-tu volé? Petite? J'ai répété mon histoire. Encore et encore. Mais les flics haussaient les épaules. Les familles. C'est compliqué. A dit l'un d'eux. Un homme au ventre proéminent qui mâchait un chewing-gum. Ils ont appelé Henri, il a confirmé, c'est une menteuse. Je ne veux plus la voir. J'ai atterri en foyer d'accueil. Un bâtiment gris aux murs suintants dans la banlieue de Lille. Où l'odeur de chou bouilli imprégnait tout. Les autres filles me regardaient avec pitié ou méfiance ou une nouvelle. Une voleuse potentielle. Les nuits étaient les pires, je me recroquevillais sous les couvertures rêches. Revivant la scène en boucle. Le visage de Claire se superposant à celui de ma mère disparue. Pourquoi? Pourquoi moi? La jalousie. Ai-je compris plus tard. Cette bête tapie dans les entrailles des âmes imparfaites. Claire avait vu en moi une rivale. Une usurpatrice dans le cœur de notre père. Même si je n'en voulais qu'une miette. Les mois suivants ont été un brouillard de routine mécanique, école le jour. Où les profs me traitaient comme une paria, thérapie le soir. Avec une psychologue qui hochait la tête sans jamais creuser assez profond. Tu dois pardonner pour guérir. Élise. Pardonner?
Le mot me brûlait la langue comme de l'acide. J'ai appris à me taire. À observer. À cacher la rage qui grandissait en moi comme une tumeur. À 13 ans. J'ai fugué du foyer. Emportant seulement un sac à dos avec 2 pulls et un roman volé à la bibliothèque Les Misérables. Ironie du sort. Qui parlait d'un enfant des rues cherchant justice. Paris m'a avalé entière. La capitale. Avec ses boulevards étincelants et ses ruelles puantes. Était un monstre bienveillant pour les âmes perdues. J'ai dormi dans les métros. Mendiant des croissants aux terrasses des cafés. Apprenant à lire les visages, le touriste distrait qui glisse une pièce. La bourgeoise qui détourne les yeux. J'ai volé? Oui ou pas par vice? Mais par survie. Un portefeuille ici. Une pomme là. La culpabilité me rongeait. Mais elle forgeait aussi ma détermination, je ne serai plus jamais faible. À 14 ans. J'ai trouvé un job de serveuse dans un bistrot du Marais. Chez un patron grec bourru nommé Costas qui grognait mes payés rubis sur l'ongle. T'as du cran. Gamine. Ne le perds pas. C'est là que j'ai commencé à reconstruire. Des nuits passées à étudier sous la lumière jaunâtre d'une lampe de bureau prêtée. Dévorant les livres de la bibliothèque municipale. Le droit. Pour comprendre les lois qui m'avaient trahi, l'économie. Pour maîtriser l'argent qui m'avait fui. Costas m'a appris les bases, la vie. C'est un compte en banque. Remplis-le. Ou il te vide. À 16 ans. J'ai passé mon bac en candidat libre. Premier de ma promo fantôme. Une bourse m'a emmené à Sciences Po. Où les amphis sentaient le cuir et l'ambition. J'étais l'intruse. La fille des rues avec un accent du nord rugueux. Mais j'ai gravi les marches une par une. Mordant dans chaque opportunité comme un loup affamé. Les années à Paris étaient un tourbillon de béton et de rêves fracturés. Où chaque métro brinque-ballant me ramenait à cette nuit pluvieuse à Lille. J'avais 17 ans quand j'ai revu Henri pour la première fois depuis l'expulsion au pas par choix. Mais par un caprice du destin. Sciences Po organisait un salon des carrières. Et mon père, en tant que notaire respecté, y était invité pour parler d'éthique professionnelle. Ironie cruelle, l'éthique. Pour l'homme qui avait jeté sa fille à la rue sans un regard en arrière. Je me tenais au fond de l'amphi. Anonyme dans la foule d'étudiants en costard-cravate. Mon cœur cognant comme un marteau-piqueur. Henri montait sur scène. Grisonnant mais toujours imposant. Sa voix grave résonnant sur les thèmes de l'honnêteté familiale comme pilier de la société. J'ai failli rire. Un rire hystérique coincé dans ma gorge. Quand ses yeux ont balayé la salle. Ils se sont posés sur moi une fraction de seconde. Un froncement de sourcils. Puis le néant. Il ne m'avait pas reconnu. Ou peut-être refusait-il de le faire. J'ai quitté la salle avant la fin. Les poings serrés jusqu'au sang. Jurant intérieurement, un jour, il paiera. Pas avec du sang. Non, je n'étais pas une brute. Avec des mots. Des actes. Une vengeance qui rongerait son âme comme le cancer avait pris ma mère. Claire, pendant ce temps, gravissait son propre escalier. J'apprenais des bribes par les réseaux sociaux où elle avait posté des photos triomphantes, diplôme en poche. Stage chez un cabinet d'avocats à Paris. Puis mariage avec un golden boy de la finance. Un certain Laurent. Aux dents blanches et aux ambitions voraces. Leur alliance? Un contrat en or massif. Scellé dans une église du 16e arrondissement. Avec des invités en smoking et des discours sur l'avenir radieux. Moi. Je scrollais ces images sur un téléphone d'occasion. Allongé sur mon lit étroit d'étudiante. Un mélange de bile et de détermination montant en moi.
Elle avait tout pris, l'amour de notre père. L'héritage invisible. La place à table. Mais je construirai le mien. Pierre par pierre. Jusqu'à ce qu'il soit une forteresse imprenable. À 20 ans, j'ai lancé ma première entreprise, une app de microfinance pour les exclus du système bancaire. Inspirée de mes nuits de mendicité. L'emprunt solidaire. C'était son nom à un pont jeté aux damnés de la terre. Financé par des investisseurs sociaux que j'avais charmés lors de pitchs impitoyables. Costas. Mon mentor fantôme. Aurait été fier, t'as transformé ta merde en or. Gamine. Les débuts étaient chaotiques, bugs incessants. Plainte de clients. Nuit blanche à coder moi-même sur un laptop usé. Mais chaque succès et une famille immigrée remboursant son prêt avec intérêt. Une veuve relançant son commerce était une brique dans mon mur. À 23 ans. L'app a été rachetée par une banque en ligne pour 1 million d'euros. Mon premier chèque. Encadré sur mon bureau minuscule. Était une déclaration de guerre silencieuse. Pourtant, la rage ne s'apaisait pas. Elle bouillonnait. Me réveillant en sursaut. Le visage de Claire entend mes rêves comme un fantôme accusateur. J'ai engagé un détective privé. Un ancien flic nommé Moreau. Aux manières bourrues et aux factures salées. Qu'est-ce que tu cherches? Mademoiselle, m'a-t-il demandé lors de notre première rencontre. Dans un café enfumé du quartier latin. La vérité sur un vol d'il y a 10 ans. À Lille. Il a haussé un sourcil. Mais a accepté. Ces rapports arrivaient par email crypté, Claire avait bien manipulé le caméo des traces d'ADN sur le bijou correspondait à ses ongles. Qu'elle se rongeait par anxiété. Comme je le savais. Mais Henri avait étouffé l'affaire, pas de police. Pas de scandale. Pour le bien de la famille. Avait-il dit à l'époque. Le bien de la famille. Ces mots me hantaient. Un mantra de trahison. Avec l'argent du rachat, j'ai investi dans une start-up plus ambitieuse, une plateforme de conseil psychologique en ligne. Âme en équilibre. Ciblant les victimes de manipulation familiale. C'était ma catharsis déguisée en business des thérapeutes virtuels. Des forums anonymes où les âmes brisées comme la mienne pouvaient hurler sans être jugées. Le bouche-à-oreille a fait le reste, des articles dans Le Monde et Libération m'ont propulsé sous les projecteurs, Élise Moreau. La self-made woman qui guérit les plaies invisibles. Ironie, mon nom de famille. Changé légalement pour effacer celui de mon père. Était un clin d'œil à mon détective. À 25 ans. J'étais millionnaire. Propriétaire d'un appartement haussmannien avec vue sur la Seine. Où le soleil du matin dansait sur les parquets cirés. Mais le succès avait un goût amer. Comme un café trop fort. Je dînais seul souvent. Face à une assiette froide. Revoyant la table de l'île où Claire trônait. Un soir d'automne. Alors que les feuilles rougissaient les trottoirs du Marais. J'ai reçu un appel. Numéro inconnu. Élise? C'est papa. Sa voix. Chevrotante. Usée par les ans et peut-être la culpabilité refoulée. J'ai vu ton nom dans le journal. Tu as réussi. On est fier de toi. Fier. Le mot m'a fait éclater de rire. Un rire sec qui a ricoché sur les murs vides. Qu'est-ce que tu veux? Henri, ai-je demandé. La voix glaciale comme la pluie de cette nuit fatidique. Il a hésité. Bredouillé quelque chose sur une réconciliation. Sur le temps qui passe. Puis. La vérité a coulé, Claire et Laurent traversaient une crise financière. Leur cabinet d'avocats flambant neuf. Financé par des prêts hasardeux. Vacillait sous les scandales des clients floués. Des procès en chaîne.
Elle a besoin d'aide. Élise. Pour la famille. La famille. Encore ce mot poison. J'ai raccroché sans un mot. Mais le poison était déjà en moi. Plus fort que jamais. Le lendemain. J'ai accepté l'invitation à dîner qu'il m'avait envoyée par courrier ou une enveloppe crème scellée d'un sceau en cire. Comme un faire-part de deuil. Le restaurant choisi était un établissement étoilé du 7e arrondissement. Avec des nappes blanches et des serveurs en gants blancs. J'y suis arrivé en tailleur pantalon noir. Les cheveux relevés en un chignon sévère. Un camé factice réplique exacte de celui volé au pendant à mon cou comme un talisman. Henri était là. Vieilli. Les traits tirés. Flanqué de Claire et Laurent. Elle. Toujours belle. Mais avec des cernes qui trahissaient les nuits blanches, lui. Suant légèrement sous son col amidonné. Élise. A murmuré Henri en se levant. Les bras tendus pour une étreinte maladroite. Je l'ai esquivé d'un pas fluide. M'asseyant avec un sourire poli. Asseyons-nous. Parlons affaires. Le dîner s'est déroulé comme une partie d'échecs. Chaque fourchette un mouvement calculé. Ils ont commencé par les banalités, le temps. Paris qui change. Mais le succès remarquable. Puis. La demande est tombée. Enveloppée dans du sucre, ton aide nous sortirait d'un mauvais pas. Ma chérie. A dit Claire. Sa voix mielleuse comme autrefois. Juste un prêt. On te remboursera avec intérêt. Ses yeux verts me fixaient. Implorant où étaient ceux du calcul. J'ai siroté mon vin. Un Bordeaux corsé. Laissant le silence s'étirer comme une lame. Et le camé, ai-je demandé enfin. Posant le bijou sur la table avec un cliquetis cristallin. Le visage de Claire s'est figé. Un masque de cire craquelant. Henri a pâli. Quoi? C'était il y a si longtemps. Laurent a toussé. Mal à l'aise. J'ai raconté l'histoire. Mot pour mot. Les preuves de Moreau étalées sur mon téléphone aux captures d'écran. Rapport. Pas pour accuser. Non, pour disséquer. Pour les forcer à avaler leur propre venin. Claire a nié. D'abord furieuse. Puis en larmes, tu mens. Tu as toujours été jalouse. Jalouse. Le mot m'a transpercé. Mais j'ai ri. Doucement. Non. Claire. C'était toi. La jalouse. Et maintenant? Regarde-toi, à mendier ce que tu m'as volé. Ils sont partis bredouille ce soir-là. L'addition payée de ma poche, un geste de pitié calculé. Mais la graine de la revanche était plantée. De retour chez moi. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur, Opération Camé. Ce n'était plus de la survie, c'était de l'art. Une vengeance psychologique. Lente. Impitoyable. Qui les rongerait de l'intérieur sans laisser de traces. Car en France, la loi protège les forts. Mais c'est la mémoire qui détruit les faibles. L'hiver suivant. Paris s'était paré de son manteau de givre. Les lumières de Noël clignotant comme des mensonges joyeux sur les Champs-Élysées. Mon appartement. Avec sa vue sur la Seine gelée. Était un bunker de verre et d'acier où je tramais mes plans. Un verre de cognac à la main. Écoutant du jazz tard dans la nuit ou du Miles Davis. Pour sa trompette qui pleurait sans larmes. Opération Camé n'était pas un caprice, c'était une symphonie. Chaque note un coup porté à l'âme de ceux qui m'avaient brisé. J'ai commencé par les fondations, infiltration subtile. Comme un ver dans le fruit. Claire travaillait toujours dans ce cabinet d'avocats. L'ex-Rome. Un nom ronflant pour un empire bancal bâti sur des sables mouvants.
Des rumeurs circulaient dans les cercles juridiques, affaires douteuses. Clients influents lésés. Des pots de vin qui sentaient le soufre. J'ai engagé un hacker freelance. Une jeune femme tatouée nommée Lena. Rencontrée via un forum underground. Je veux des emails. Des contrats. Tout ce qui pue la magouille. Lui ai-je dit lors de notre rendez-vous dans un bar clandestin de Belleville. Elle a souri. Ses piercings scintillant sous les néons. Ça coûtera cher. Et si ça tourne mal? J'ai haussé les épaules. La vengeance n'est pas gratuite. Les fichiers sont arrivés par tranches. Encryptés dans des pièces jointes anodines. J'ai lu tard. Les yeux brûlants, Claire avait falsifié des signatures pour un promoteur immobilier véreux. Gonflant des honoraires pour renflouer leur train de vie dîner chez l'ami Louis. Week-end à Deauville. Une Mercedes qui hurlait de « Regardez-moi ». Laurent. Complice muet. Gérait les comptes offshore au Caïman. Henri. En retrait. Avait prêté de l'argent familial. Hypothéquant la maison de Lille pour soutenir sa fille. Ma maison. Autrefois. Chaque ligne était un clou dans leur cercueil social. Au lieu de tout balancer aux autorités trop grossiers. Trop rapide. J'ai choisi la précision chirurgicale. J'ai créé un faux profil sur LinkedIn, Sophie Duval. Une consultante en compliance éthique. Avec un CV impeccable et une photo volée à une mannequin anonyme. J'ai contacté Claire, chère madame. Je représente un fonds d'investissement intéressé par l'ex-Orom. Pourrions-nous discuter? Elle a mordu à l'hameçon en 24 heures. Flattée par l'attention. Notre rencontre s'est faite en visio. Son bureau en arrière-plan tapissé de diplômes mensongers. J'ai joué la séduction, compliments sur son parcours. Questions anodines sur leur pratique. Puis, la sonde et la transparence? Les investisseurs craignent les ombres. Ces réponses étaient un tissu de demi-vérité. Mais j'ai enregistré chaque mot. Chaque hésitation. La graine était semée. Bientôt. Des articles anonymes ont fleuri sur des blogs juridiques, l'ex-Orom, leur terni par la rouille. Pas de nom. Juste des insinuations à un client ruiné. Un juge influencé. Claire a paniqué, j'ai vu ses posts Instagram se raréfier. Son sourire forcé sur les stories. Un soir, elle m'a appelé au le vrai numéro. Cette fois. Élise. C'est toi. Ces rumeurs. Papa est malade d'inquiétude. Sa voix tremblait. Un mélange de peur et de supplication. J'ai feint l'innocence, quoi? Claire? Je ne sais rien. Peut-être que le karma existe? Après tout. Henri? Lui? S'effritait. Moreau. Mon détective fidèle. M'envoyait des mises à jour, le notaire avait pris sa retraite anticipée. Rongé par l'arthrite et la honte. Il passait ses journées dans la maison vide de Lille. À boire du calvados devant des rediffusions de Commissaire Moulin. Il parle de toi parfois. M'a dit Moreau lors d'un appel. Des regrets. Mademoiselle. Mais la fierté l'étouffe. J'ai ri. Amer. Regret? Trop tardif pour compter. Pourtant. Une partie de moi, cet enfant de 12 ans encore enfoui, se tordait. Non. Me suis-je dit? En versant un autre verre. La pitié est une faiblesse, la vengeance? Une armure. Pourtant. Je n'étais pas seul dans cette danse macabre. À 27 ans. J'avais rencontré Alex. Un architecte aux yeux bleus et aux mains calleuses. Lors d'une gala pour ma plateforme psychologique.
Il était l'opposé de Laurent, franc, sans phare, avec un rire qui chassait les ombres. Tu portes trop de secrets. Élise, m'a-t-il dit un soir, alors que nous marchions le long de la Seine. Les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau noire. Je lui ai raconté une version édulcorée à l'abandon. La réussite. Omettant le poison de la revanche. Avec lui. J'ai goûté à une normalité fragile, dîners improvisés. Voyage à la Côte d'Azur. Où le sel de la Méditerranée lavait temporairement mes plaies. Mais même au lit. Lové contre sa poitrine. Je sentais le pouls de la haine. Un battement sourd qui me rappelait, ne baisse pas la garde. L'escalade est venue au printemps. Quand l'ex-Rome a perdu son premier gros client à un magnate de l'immobilier qui avait flairé le scandale naissant. Claire m'a bombardé de messages, s'il te plaît. Élise. Aide-nous. Pour papa. J'ai répondu par une invitation, un week-end à ma datcha en Normandie. Une propriété achetée avec mes premiers royalties. Perché sur des falaises battues par les vagues. Venez tous. Réconciliation. Henri a accepté. La voix brisée par la gratitude. Claire. Suspicieuse mais désespérée. A suivi. Le domaine était un piège idyllique, jardin en fleurs. Piscine chauffée. Une table dressée pour un barbecue sous les étoiles. Ils sont arrivés en Audi cabossé. Contrastant avec mon 4x4 rutilant. Henri. Voûté. M'a serré dans ses bras une étreinte maladroite. Imprégnée d'odeur de tabac froid. Ma fille. Je suis désolé. Les mots, tant attendus, sont tombés comme des pierres dans un puits asséché. J'ai souri. Les dents serrées. Mangeons. Le dîner a été un théâtre de l'absurde. Laurent parlait chiffres. Suppliant un investissement, Claire. Charmeuse. Évoquait nos années d'enfance. J'ai écouté. Hochant la tête. Puis j'ai sorti le dossier Opal épreuve dure. Mais des extraits savamment édités, email. Photos de documents falsifiés. C'est ça. Votre transparence, ai-je demandé. La voix douce comme du miel empoisonné. Claire a blêmi. Renversant son vin rouge sur la nappe blanche. Comment? Henri s'est effondré en larmes. Un vieillard brisé. J'ai su. Pour le camé. J'ai toujours su. Mais je ne pouvais pas perdre une autre fille. La révélation m'a frappé comme un coup de poing. Il savait. Toute cette décennie. Il avait su et choisi le silence. La rage, contenue si longtemps, a explosé en un cri primal, tu m'as sacrifié pour elle. Pour ton illusion de famille parfaite? Alex, qui assistait en spectateur discret, m'a retenu quand j'ai failli lancer une assiette. Ils sont partis au milieu de la nuit. Sous une pluie normande torrentielle. Laissant derrière eux un silence assourdissant. Seul avec Alex. J'ai pleuré pour la première fois depuis des années au pas de victoire. Mais de deuil pour l'enfant que j'avais enterré. C'est fini, m'a-t-il demandé. Caressant mes cheveux. Non. Ai-je pensé. Ce n'était que l'entracte. La vraie vengeance viendrait. Plus subtile. Plus dévastatrice, exposer leurs mensonges au grand jour. Les forcer à affronter le miroir de leurs actes. Car en France, où l'honneur est un mot sacré, la chute d'un piédestal est la punition ultime. L'été 2025 a apporté une chaleur suffocante à Paris, transformant les rues en four où l'asphalte fondait sous les talons des passants. Mon empire grandissait, âme en équilibre comptait maintenant des milliers d'utilisateurs.
Des partenariats avec des cliniques privées. Et un TED Talk viral où j'évoquais la résilience face à la trahison familiale sans nommer les traîtres. Bien sûr. Les médias me couronnaient la femme de l'année. Mais chaque flash d'appareil photo ravivait la braise, ce n'était pas assez. Claire et Henri sombraient. Mais ils respiraient encore. Il fallait les étouffer. Doucement. Avec le coussin de la vérité publique. J'ai orchestré la phase suivante comme un metteur en scène, une série d'articles anonymes dans le Canard enchaîné. Ce torchon satirique qui adore écorcher les puissants. Via un journaliste freelance endetté au payé grassement pour son silence. J'ai fuité des sources internes sur l'ex-Rome, Potvin. Faux en écriture. Un réseau de corruption qui s'étendait jusqu'au couloir du palais de justice. Pas de preuves directes contre Claire. Juste assez pour que les chiens de garde flairent le sang. Les gros titres ont éclaté comme des pétards, le cabinet d'or, affaire de famille empoisonnée. Laurent a démissionné en premier. Un communiqué larmoyant sur différences philosophiques. Claire s'est retranchée. Postant des dénis furieux sur Twitter. Mais ses followers fondaient comme neige au soleil. Henri m'a appelé un matin de juillet. Sa voix un murmure rauque, Élise. Arrête ça. Tu nous tues. J'ai faim la surprise, de quoi parles-tu? Papa? Les journaux? Ce n'est pas moi. Mais intérieurement? C'était une extase froide. Comme si chaque mot de sa détresse était une note d'une partition que je composais depuis 20 ans. Il a supplié, reviens à Lille. Parle avec Claire. On peut tout arranger. Arranger. Le mot m'a fait grincer des dents. J'ai accepté. Bien sûr, un piège dans un piège. Le train pour Lille filait à travers des champs de blé doré. Le paysage plat du nord me ramenant à mes racines pourries. La maison familiale était inchangée, façade ocre écaillée. Jardin envahi par les ronces. Claire m'a ouvert la porte. Les traits tirés. Un peignoir froissé autour de sa silhouette amaigrie. Entre. A-t-elle dit. Sans chaleur. Henri était au salon. Assis dans son fauteuil usé. Un verre à la main. Pas de bonjour chaleureux, juste un silence lourd. Chargé d'années non dites. Nous avons parlé pendant des heures. Un tribunal improvisé où j'étais à la fois accusé et juge. Claire a nié tout d'abord. Furieuse, tu inventes ça pour te venger. Petite peste jalouse que tu es. Puis, sous le poids de mes preuves, j'avais apporté des impressions des emails. Elle s'est effondrée. J'avais peur. Élise. Peur que papa t'aime plus. Tu étais si pure. Et moi. La bâtarde. Bâtarde. Le mot qu'elle s'était approprié comme une armure m'a transpercé. Pure? Tu m'as volé mon enfance pour ça, ai-je rétorqué. La voix tremblante. Henri a intervenu. Les larmes coulant, c'était ma faute. J'ai favorisé Claire pour compenser sa mère absente. Toi. Tu avais ta mère si longtemps. Sa confession était un poison lent. Dissolvant les illusions restantes. Il avait su pour le calmer. Oui, il avait même aidé à le planter. Par faiblesse? Pour protéger la paix. Paix. Le mot m'a fait vomir intérieurement. J'ai quitté la maison sans pardon. Mais avec une arme nouvelle, leur vulnérabilité exposée. De retour à Paris. J'ai accéléré le tempo. Un podcast sur ma plateforme. Anonyme mais viral, la trahison fraternelle, témoignage d'une survivante. Ma voix modifiée. Mais mon histoire nue, le vol. L'expulsion. La revanche. Pas de nom.
Mais les détails étaient assez précis pour que les auditeurs fassent le lien. Les écoutes ont explosé, 500 000 en une semaine. Des threads sur Reddit. Des débats sur France Inter. Claire a craqué, un tweet nocturne. Ivre, ma sœur me hante. Elle veut ma ruine. Alex, sentant la spirale, m'a confronté un soir doux. Alors que la chaleur collait nos corps moites. Ça te détruit autant que... Élise. Arrête. Ces mots étaient tendres. Mais ils m'ont irrité comme du sel sur une plaie. C'est ma justice. Ai-je répliqué. Me dégageant. Il est parti cette nuit-là. Bagage en main. Murmurant, l'amour ne guérit pas la haine. Sa perte m'a ébranlé. Un vide qui aspirait l'air de mes poumons. Étais-je devenu le monstre que je combattais? Non. Me suis-je convaincu? En versant le poison dans mon propre café métaphorique. Cette fois. C'était nécessaire. Cathartique. La chute de l'ex-Rome a été spectaculaire, perquisition. Scellée sur les portes. Claire et Laurent cités à comparaître. Elle m'a appelé depuis la cellule provisoire. Voix brisée par les sanglots, aide-moi. Élise. Je suis ta sœur. Sœur. Le mot, jadis un lien, était maintenant une chaîne rouillée. Tu ne l'as jamais été. Ai-je répondu. Et j'ai raccroché. Henri. Hospitalisé pour une crise cardiaque au stress. Disaient les médecins. M'a fait passer un message par une infirmière, viens. Avant qu'il soit trop tard. Trop tard. Ces mots résonnaient comme un glas. J'ai hésité. Pour la première fois. La vengeance, si douce au toucher, commençait à me glacer les os. Était-ce la victoire? Ou une prison que je m'étais construite moi-même? Le train pour l'île. Cette fois. Roulait sous un ciel d'orage. Les éclairs zébrant l'horizon comme des veines ouvertes. L'hôpital de l'île puait l'antiseptique et le désespoir. Un labyrinthe de couloirs fluorescents où les âmes erraient comme des ombres. Henri gisait dans une chambre stérile. Branché à des machines qui bipaient comme des horloges détraquées. Son visage, ravagé par les rides et la culpabilité, s'est illuminé faiblement quand je suis entré. Élise. Tu es venue. Sa main, frêle comme une brindille, a cherché la mienne. Je l'ai prise. Par réflexe, sentant la peau parcheminée contre ma paume. Claire était là aussi. Au chevet. Les yeux rougis par des nuits sans sommeil. Son tailleur chic froissé comme son empire effondré. Merci. A-t-elle murmuré. Un filet de voix qui n'était plus que supplication. Les heures se sont étirées en un confessionnal improvisé. Henri a parlé. D'abord en phrases hachées. Puis en torrent, sa liaison avec la mère de Claire. Un coup de tête alcoolisé lors d'un congrès à Bruxelles, la naissance illégitime. Le chantage subtil pour qu'elle reste, ma mère. Qui avait pardonné une fois. Puis deux. Jusqu'à ce que le cancer l'emporte. Emportant avec lui son silence. J'ai voulu réparer avec toi. Élise. Mais Claire. Elle était si fragile. Fragile. Le mot m'a fait bondir intérieurement. Et moi? J'étais une enfant. Jetée à la rue comme un déchet. Ma voix a claqué. Écho dans la pièce blanche. Claire a fondu en larmes. Un barrage cédant, j'ai eu peur. Peur d'être seule. Le camé. C'était stupide. Un cri d'enfant gâté.
Mais papa t'a choisi après. Dans ses lettres non envoyées. Il regrettait. Elle a sorti un paquet jauni de l'enveloppe de l'hôpital, des brouillons. Des mots inachevés où Henri confessait sa lâcheté. Son amour pour moi. Sa honte. Lis-les. S'il te plaît. J'ai feuilleté. Les lignes brouillées par l'émotion, ma petite Élise. Pardonne ton père indigne. Tu es la lumière que j'ai éteinte. Chaque mot était un coup de poignard dans ma rage. La dissolvant en un deuil âpre. Pourtant, la machine de la justice tournait implacable. Le procès de Claire et Laurent a ouvert en septembre. Sous les flashs des tabloïds qui titraient La famille maudite du Nord. J'ai assisté à la première audience. Anonyme dans le public, observant Claire au banc des accusés opale. Brisée. Mais toujours avec cette lueur de défi dans les yeux. Les preuves s'empilaient, faux. Abus de confiance. Un château de cartes s'effondrant sous son propre poids. Laurent a plaidé coupable pour un deal réduit, Claire. Non. Jurant que c'était un malentendu. Le procureur a invoqué la cupidité familiale. Un poison hérité. Ironie, mes fuites anonymes avaient nourri l'accusation. Mais maintenant, elles me hantaient comme des boules de neige descendant une pente. Dehors. Après l'audience. Un journaliste m'a reconnu un jeune loup de François. Mademoiselle Moreau. Votre lien avec l'affaire? La vengeance d'une sœur trahie? J'ai nié. Sourire plaqué. Mais le doute était semé. Les réseaux sociaux ont repris le refrain « Sœur vengeresse ». Des théories conspirationnistes liant mon passé à leur chute. Alex m'a recontacté. Un message laconique, ça suffit. Élise. Reviens à la vie. Sa voix. En visio ce soir-là. Était un baume, la haine te vole ton avenir. J'ai pleuré. Admettant l'overdose de revanche. Et si c'était trop tard? Henri est mort 2 semaines plus tard. Un infarctus foudroyant qui l'a emporté dans son sommeil. L'enterrement, sous un ciel plombé de Lille, était un adieu morne, famille élargie hypocrite. Murmure sur le notaire honorable. Claire et moi. Face à face au cimetière. Le vent fouettant nos voiles noirs. Il t'aimait. Tu sais. A-t-elle dit? La voix cassée. Plus que moi. À la fin. J'ai hoché la tête. Muette. Le cercueil descendait. Terre rouge sur bois verni. Et avec lui s'enterrèrent mes illusions de justice absolue. La vengeance? Je l'ai compris ce jour-là. N'efface pas les cicatrices, elle les grave plus profond. Claire a été condamnée à 3 ans avec sursis. Une peine douce pour une vie brisée. Laurent a divorcé. Emportant la moitié des dettes. Elle m'a écrit de sa cellule ouverte, je paie pour nous deux. Pardonne. Si tu peux. J'ai brûlé la lettre dans mon appartement. Les flammes dansant comme des démons joyeux. Mais le pardon? Il n'était pas à vendre. Pas encore. Alex est revenu. Patiemment. Avec des fleurs et des promesses de thérapie. Ensemble. Nous avons reconstruit pas effacé. Mais réparé. Ma plateforme a lancé un module sur le pardon toxique. Ironie que j'ai assumée. Et moi? J'ai visité la tombe d'Henri un matin d'hiver. Déposant le camé factice sur la pierre froide. C'est fini? Ai-je murmuré au vent? Mais était-ce vrai? La psychologie humaine est un labyrinthe, on en sort? Mais les ombres suivent. Noël 2025 s'annonçait blanc à Paris. Une neige rare saupoudrant les toits comme du sucre glace sur un gâteau amer.
mon empire prospérait. Mais j'avais ralenti, délégué les opérations. Pris des congés sabbatiques pour réfléchir. Comme le conseillaient les coachs en Burnou. Alex et moi habitions maintenant un loft à Montmartre. Avec vue sur le Sacré-Cœur qui veillait comme un phare bienveillant. Les nuits étaient calmes. Entrecoupées de cauchemars où Claire riait. Le camé à son cou. Mais au réveil, ses bras manqueraient. Claire avait purgé sa peine en liberté conditionnelle. Un bracelet électronique clignotant à sa cheville comme un rappel humiliant. Elle vivait dans un studio miteux de la banlieue lilloise. Travaillant comme assistante administrative dans un cabinet tiers-monde ou une chute vertigineuse pour l'ambitieuse d'antan. Nos échanges étaient sporadiques, textos froids sur l'héritage d'Henri. Divisés en parts égales par un notaire impartial. Désolé pour tout, avait-elle écrit une fois. Un message noyé dans l'océan numérique. J'avais répondu, moi aussi. Pas de pardon, mais une trêve. Fragile comme une branche sous la neige. Un soir de décembre, alors que les guirlandes scintillaient aux fenêtres. Elle a frappé à ma porte sans prévenir. Emmitouflée dans un manteau usé. Les cheveux en bataille. Élise. Je peux entrer? Sa voix était un fil tendu. Prête à rompre. Alex? Dans la cuisine. M'a lancé un regard interrogateur, j'ai hoché la tête. Le salon, baigné de lumière tamisée, est devenu notre arène finale. Elle s'est assise. Les mains tremblantes autour d'une tasse de thé fumant. Je vends l'appartement de Lille. Pour payer les dettes. Mais j'ai besoin de ton aide. Une dernière fois. L'argent. Toujours l'argent. Ce serpent qui rongeait tout. J'ai attendu. Silencieuse. La laissant déballer, Laurent l'avait saignée à blanc. Les avocats avaient prélevé leur livre de chair. Et maintenant? Un cancer le même qui avait pris ma mère pointait son nez dans ses radios. Ironie du sort. A-t-elle dit avec un rire sans joie. Comme maman. Maman. Notre point commun. Ce vide partagé. Pour la première fois. Je l'ai vu non comme l'ennemi. Mais comme une sœur brisée. Forgée dans le même feu défaillant d'Henri. Pourquoi devrais-je, ai-je demandé. La voix basse. Elle a levé les yeux. Vers hélas, parce que la vengeance ne nourrit pas. J'ai tout perdu mon orgueil. Ma vie. Mais toi. Tu as gagné. Laisse-moi racheter un peu de paix. Ces mots étaient un miroir. Reflétant ma propre amusée. J'ai pensé à l'enfant de 12 ans. Sous la pluie, à la millionnaire qui avait versé du poison imaginaire. La boucle se fermait. Non en explosion. Mais en murmure. J'ai payé les traitements. Anonymement via une fondation. Pas par amour. Mais par une logique froide, la dette était payée. Claire a guéri. Lentement. Reprenant des études en psycho, un clin d'œil moqueur au destin. Nos dîners occasionnels. À Lille ou Paris. Étaient maladroits, silence lourd. Rire forcé. Mais un début. Tu m'as sauvé. D'une façon tordue. M'a-t-elle dit un soir. Sous les lumières de la tour Eiffel. J'ai haussé les épaules. Ou tu m'as sauvé de moi-même. Aujourd'hui. À 32 ans. Je marche dans les rues de Paris. Le camé ou le vrai. Retrouvé dans les affaires d'Henri au contre ma peau comme un pendentif de mémoire. La revanche m'a forgé. Mais le pardon au tardif. Imparfait m'a libéré. La famille n'est pas un lien de sang. Mais un choix. Jour après jour.
Et dans ce choix, j'ai trouvé non la paix absolue, mais une sérénité gagnée à la sueur et aux larmes. Claire appelle parfois. Pour un café, je réponds. Pas toujours. Mais assez. Car la vie, en France ou ailleurs, n'est pas un drame fini, mais une suite infinie de actes, où la psychologie humaine tisse ses toiles les plus belles dans l'ombre.